C'est là que ça devient très intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est en effet pour la partie qui va suivre. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, une vidéo particulière, pas comme les autres, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Je me suis posé la question si ça en valait vraiment la peine, et la réponse est oui. Je suis convaincu que certaines personnes pourront s'identifier ou se reconnaître dans mes propos, et d'autres pourront se rendre compte de certaines réalités dans le marché de l'emploi français. Donc voilà, on est entre nous, installez-vous confortablement. Je vais vous raconter ma petite histoire, et je me suis préparé une petite tisane pour m'accompagner tout au long de la vidéo. Vous pardonnerez l'état de ma voix, je fais beaucoup d'efforts, je suis grippé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du jour où j'étais à 2 doigts de me mettre à genoux pour un CDI. J'étais à ça de quémander un emploi et de supplier un patron de m'embaucher. Si vous vivez en France, vous savez à quel point le marché de l'emploi est saturé dans certains secteurs. Je sais que ce n'est pas une situation propre à la France. Beaucoup de jeunes, voire des seniors, galèrent à trouver un emploi dans plusieurs pays. Mais mon histoire est particulière et si je décide de la raconter, c'est parce que je sais pertinemment que je ne suis pas la seule personne qui a vécu cette situation et qu'il y en a pas mal qui peuvent rencontrer cette même situation ou même qui sont dans cette situation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir et ça me donne beaucoup de force. Tout commence en 2022. Je suis dans ma dernière année d'alternance. Tout se passe bien, je monte en compétences jour après jour et je suis dans une phase où j'ai pleinement confiance en moi. Je gérais les réseaux sociaux, créer du contenu, en particulier beaucoup de vidéos à destination de LinkedIn pour une communication B2B. Parce qu'il fallait attirer des nouveaux franchisés, des collaborateurs potentiels à travailler avec l'entreprise. Et j'ai adoré cette expérience. Moi qui n'étais pas très à l'aise sur LinkedIn par exemple, j'ai commencé à me sentir bien. J'ai mis en place une stratégie de contenu intéressante, j'ai fortement développé mes compétences dans la réalisation, le montage vidéo et plein d'autres choses. Mais à cette période, souvenez-vous, la planète entière venait de connaître une crise majeure et les entreprises tentaient tant bien que mal à sortir la tête de l'eau. En février 2022, lors d'un entretien professionnel, ma tutrice m'explique toutes les crises que traverse l'entreprise et qu'à la prochaine rentrée, ils ont pour objectif de réduire l'effectif. Avant de continuer, j'aimerais expliquer l'entretien professionnel à ceux qui n'ont pas encore mis le pied dans le monde professionnel. Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. C'est aussi une obligation lorsque le salarié revient de certains congés. Cet entretien est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle et les formations qui peuvent y contribuer. Le salarié peut se faire aider pour préparer cet entretien par un conseiller en évolution professionnelle et l'employeur peut être sanctionné en cas de non-respect de cette obligation. Bon, en ce qui me concerne, ça ne m'avait pas trop dérangé étant donné que j'envisageais de changer de ville et en plus, il n'y avait jamais eu une promesse d'embauche entre l'employeur et moi. Donc, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. En parallèle, j'avais déjà commencé à avoir des offres intéressantes à gauche, à droite, je postulais sans vraiment me mettre la pression. Et c'est là les débuts des problèmes. Parce que moi, en ce moment-là, je suis étudiant étranger. J'ai les statuts d'étudiant et qui dit statut d'étudiant dit titre de séjour. Et qui dit titre de séjour dit compte à rebours. Vous le savez, toute carte de séjour a une date d'expiration. Et la date d'expiration de mon titre était le 29 octobre 2022. Et quelles sont les conditions pour renouveler son titre de séjour étudiant? Être inscrit dans un établissement français d'enseignement supérieur, bénéficier des ressources mensuelles au moins égales à 615 €. Sauf que moi, je ne suis pas dans cette situation. Je termine les études et il me faut donc un changement de statut. Ce qui correspond à ma situation, c'est le passage du statut étudiant au statut salarié. Et pour que ce changement de statut soit possible, il faut signer un contrat de travail ou une promesse d'embauche dans les 2 mois qui précèdent l'expiration de la carte de séjour. Et l'emploi que vous allez trouver doit être en relation avec votre formation et être rémunéré à hauteur d'au moins 1,5 fois le SMIC, soit environ 2700 € mensuels bruts pour un contrat à temps plein. Ce qui veut dire qu'à la fin de vos études, vous venez d'avoir un master, ne comptez pas sur un CDI chez McDo en tant qu'équipier polyvalent pour changer de statut. Encore une fois, pour changer des statuts, votre emploi doit être en relation avec votre formation. Et si vous avez des compétences exceptionnelles, vous pouvez prétendre à la carte de séjour pluriannuel, passeport talent, à condition que votre salaire brut soit au moins égal à 2 fois le SMIC, aux alentours de 43 000 €, et d'avoir un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois avec un employeur établi en France. Alors j'ai voulu expliquer tout ça pour éclairer les personnes qui sont à la fin de leurs études. C'est très important pour la suite de l'histoire. Sauf que tout ce que je viens de vous dire, le changement de statut et ses conditions, le temps qui s'écoule, je n'y pense vraiment pas. Ça ne m'inquiète pas du tout parce que je me dis, bon, on est en mars, février, octobre, c'est loin, je finirai par trouver un travail. En gros, j'ai largement le temps, je trouverai quoi. Erreur. J'étais profondément convaincu qu'avec mes compétences, mon profil, mon expérience, je trouverai rapidement un travail. Je n'aurai qu'à postuler et les employeurs se battront pour m'avoir. Les employeurs se diront « Ah ouais, on a trouvé une pépite, il faut qu'on le signe rapidement. » C'est vraiment ce qui se passait dans ma tête. Aïe aïe aïe, vraiment...
c'est pas bien d'être naïf. Conséquence, je ne me mets vraiment pas la pression. Une candidature par-ci, une candidature par-là, une semaine, 2 semaines, sans postuler. J'avais réellement l'impression d'être en position de force. Il y a des offres que je mettais de côté parce que le secteur ne m'intéressait pas. Mais plus les jours et les semaines avancent, je commence à prendre conscience et je me dis, oula, il serait temps de faire quelque chose au fait. J'ai un titre de séjour qui va expirer dans 5 mois. Si je le renouvelle pas, je suis dans la merde. Je me rends compte que dans ma ville, il n'y a presque pas d'offres qui correspondent aux conditions exigées par la préfecture. D'ailleurs, quand je tape chargé de com, community manager ou social media manager, je ne trouve que des offres d'alternance. Les jours passent, je n'ai toujours pas de retour. J'élargis complètement ma zone de recherche. Je postule à Nantes, à Lille, à Strasbourg. J'ai même postulé à Nice, les gars. Là, on n'est pas que sur un élargissement de la zone de recherche, on est sur un plan d'évasion. Là, c'est pas possible. Juste pour espérer avoir un entretien et décrocher un CDI, quoi. Parce que techniquement, si vous m'avez bien suivi, le renouvellement du titre de séjour se fait 2 à 3 mois avant la date d'expiration. Donc, si mon titre de séjour expire en octobre, ça veut dire que c'est au mois d'août que je dois entamer les processus de renouvellement. Les amis, le temps passe et je deviens fou. S'il y a quelques semaines où je choisissais les offres, je me sentais en confiance. Là, le compte à rebours m'empêchait de dormir. Et le pire, c'est que cette sensation, je n'en parle à personne. J'ai honte de dire que je n'arrive pas à trouver un boulot. Honte de moi-même parce que je reconnais mes 2 erreurs que je vous interdis de reproduire, l'excès de confiance et le manque d'anticipation. Si vous êtes étudiant étranger en France, vous avez là les 2 attitudes que vous ne devez pas avoir. Vous avez des forces, mais vous avez aussi des faiblesses. Il y a des choses que vous pouvez contrôler et il y a d'autres non. Vous êtes peut-être à l'université aujourd'hui. Vous avez peut-être un contrat de travail aujourd'hui. Mais tant que vous avez une carte de séjour, le manque d'anticipation peut vraiment vous coûter cher. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, je me retrouve dans une situation d'urgence, prête à aller partout où je pourrais me mettre à l'abri des problèmes. Et je vous rappelle que pendant ce temps, je suis en alternance. J'ai des projets, des objectifs à atteindre en entreprise, mais surtout des travaux de groupe à l'école et un projet de fin d'études à rendre. Et cette pression supplémentaire de sauver mon titre de séjour devenait très compliquée à gérer. L'été approche, je n'ai toujours pas le moindre entretien, je commence à me remettre en question, je me sens mal, j'ai mal à la tête, je dors pas. Dur. Début mai, j'arrive à avoir un entretien plutôt sympa, mais qui s'achève avec une petite déception. Je ne suis pas retenu pour le poste et la dame me dit clairement au téléphone qu'elle ne considère pas l'alternance comme une expérience sérieuse. Ah, c'est dur, hein. On vous dit que l'alternance est un tremplin vers l'emploi et en même temps, il y a des employeurs qui vous disent que l'alternance n'est pas une expérience sérieuse. En effet, il y a des entreprises qui ne considèrent pas l'alternance comme une expérience à part entière pour X ou Y raison. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à analyser. Si vous avez des témoignages qui vont dans ce sens, n'hésitez pas, dites-le en commentaire ou écrivez-moi sur Instagram, Club Vic. Bon, après cet entretien, je ne vous cache pas, j'ai le moral à zéro. Je ne crois plus en rien et le seul truc qui me permet de tenir, c'est l'espoir de m'en sortir. L'été arrive, je voyage, je souffle un peu, ce que je n'avais plus fait depuis quasiment le début de l'année. Je m'accorde un temps de répit. Mais comme l'a dit un très grand philosophe français, le temps ne nous attend pas. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. On arrive en août. J'ai fait ma soutenance qui s'est bien passée. Mon alternance prend fin le 31 et dans 2 mois, mon titre de séjour va expirer. Je n'ai toujours pas trouvé de boulot et me réinscrire dans une formation serait très risqué au vu de ma situation. Mentalement, je ne me sentais plus du tout en capacité de refaire un autre master, ce qui impliquerait de trouver une nouvelle école puis un nouveau contrat d'alternance. Pitié, je ne voulais plus de ça. J'en profite de dire aux étudiants étrangers que les autorités françaises attendent de vous des résultats académiques sérieux et une clarté dans votre projet professionnel. Bien évidemment, vous avez le droit de refaire un master, de changer d'établissement et même d'échouer. Mais si vous sentez que vous avez des hésitations, votre situation elle est un peu bizarre, vous avez des doutes, consultez rapidement un avocat spécialisé en droit des étrangers pour vous guider. Et il est important de noter que chaque situation est examinée individuellement par la préfecture. Bon, je continue mon histoire. Les amis, c'est là que ça devient très intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est en effet pour la partie qui va suivre. Après plusieurs mois de doute et de remise en question, je vois enfin le bout du tunnel. Fin août, je suis en Île-de-France, posé avec mes amis. J'ai mon ordinateur avec moi en train de naviguer entre Indeed, Hello Work et LinkedIn. Et tout à coup, je tombe sur une offre super intéressante. L'entreprise se trouve au quartier de la Défense, le plus grand quartier d'affaires en Europe grâce à l'étendue de ses bureaux et gratte-ciel qui recouvre environ 160 hectares. L'émission me parle totalement et le salaire est vraiment top. L'offre vient juste d'être publiée par la RH sur LinkedIn et je me dis de la contacter directement par message privé. J'envoie donc mon CV accompagné d'une lettre de motivation. Je me dis qui ne tente rien n'a rien. De toutes les façons, je n'ai rien à perdre. Et 20 minutes après,
Elle me répond. La dame me dit qu'elle apprécie ma réactivité et que mon profil l'intéresse. Elle demande si je suis disponible le lendemain à 11 h pour un entretien téléphonique. Elle m'explique que si tout se passe bien, il y aura 3 entretiens et que le dernier se fera avec le boss final. On est vraiment dans Squid Game là. J'étais déjà heureux d'avoir un entretien aussi rapidement, fier de mon coup, moi qui n'avais plus passé d'entretien depuis un moment. Je ne vous cache pas, je me suis dit que cette opportunité est la seule chose qui pourra me sauver. Je vous rappelle, mon titre de séjour va expirer le 29 octobre 2022. Et on est déjà fin août au moment où je passe l'entretien. Le jour J, mon téléphone sonne, il est 11 h et mon entretien peut commencer. On discute pendant 45 minutes, l'entretien se passe merveilleusement bien, la dame est très sympa, d'ailleurs on va l'appeler Sandrine. Pourquoi je l'appelle Sandrine, je ne sais pas, je trouve que c'est un prénom qui me plaît. Donc voilà, on va l'appeler Sandrine. Elle prend le temps de m'expliquer mes missions, les missions de l'entreprise, elle me pose les bonnes questions et je sens vraiment que mon profil l'intéresse. Quelques jours après, je reçois un mail avec le lien Google Meet pour un deuxième entretien prévu le 9 septembre 2022. À ce moment-là, le fait de voir que mon profil intéresse quelqu'un me fait du bien. Je reprends petit à petit confiance en moi et je me projette déjà dans l'entreprise. Je m'imagine déjà en costard, cravate à la défense. Je vois mon quotidien dans des beaux bureaux, entouré des gratte-ciel. Je vois déjà ma nouvelle carte de séjour, mon changement de statut, la vie parisienne. J'étais dans une période de joie et je n'avais qu'une seule envie, passer le deuxième entretien, puis arriver au boss final rapidement. Et devinez quoi? La veille de mon entretien, je tombe malade. J'ai une forte grippe, j'ai de la fièvre et je me sens juste pas capable de faire l'entretien. Sachant que ce deuxième entretien se focalise sur mes compétences techniques, la maîtrise des logiciels et une épreuve à passer, je fais donc un message à Sandrine, la RH, je lui explique la situation et lui fais comprendre à quel point le fait de pas pouvoir passer cet entretien m'inquiète. Et elle m'appelle dans la foulée. Je me suis dit qu'elle voulait peut-être vérifier si j'étais vraiment malade. On a discuté, elle m'a compris et elle a décalé l'entretien de 10 jours, soit le 19 septembre 2022 à 11 h. En toute honnêteté, j'avais vraiment le sentiment que Sandrine, la RH, avait misé sur moi, que j'étais son candidat chouchou quoi. Et en parallèle, je voulais vraiment avoir ce job, non seulement pour changer de statut, mais aussi parce que les missions, l'entreprise, je me disais que c'est une occasion en or, en tout cas... Je veux ce travail, ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Les jours passent, je commence à mieux me sentir et j'attends le deuxième entretien avec impatience. Et ce deuxième entretien se passe très très bien. Encore une fois, je sens que je vais enfin trouver un CDI et faire mon changement de statut en toute quiétude. Quelques jours après, je reçois la convocation pour le troisième entretien, le dernier, en présentiel avec le boss final, prévu le 29 septembre 2022. Un mois pile avant l'expiration de mon titre de séjour. C'est vraiment la course contre la montre. Je n'ai pas d'autre offre, c'est la seule offre qui semble s'ouvrir à moi, donc j'attends. Et c'est dans ce détail que tout va se passer. Durant les 2 premiers entretiens, on n'a pas trop parlé de mon statut d'étudiant étranger. Lors du premier entretien, Sandrine, la RH, m'avait juste posé la question si j'étais en règle avec mes papiers. Je lui ai dit oui, sans entrer dans les détails de ce que je vivais. Ça n'avait pas du tout posé un problème jusque-là, et c'est un sujet qu'on n'avait plus soulevé. Et moi, je voulais juste un job avant l'expiration de mon titre de séjour pour changer de statut. Donc voilà, arrive le jour du troisième entretien, je me rends à la Défense, tout frais comme le premier jour du collège. Je suis en pleine confiance et je me dis que ce boulot, je l'aurai. J'arrive 10 minutes avant, je suis bien accueilli, j'attends dans une grande salle de réunion. Je stresse un peu, mais ça va, c'est un bon stress. Il est 11 h, on vient me chercher et on m'amène au bureau du patron. Un monsieur hyper sympa qui m'accueille avec le sourire. Il me parle de lui, de l'entreprise, mes missions, il me demande de parler de moi. Franchement, l'entretien se passe bien jusqu'à cette question. Peux-tu me raconter une situation où tu as fait preuve de ta capacité d'adaptation, une situation pas gagnée d'avance, mais que tu as pu surmonter? Une question plutôt banale, il n'y a aucun piège. Et tout fièrement, je me raconte mon histoire, je lui dis que j'ai vécu pendant 4 ans en Tunisie, dans le cadre de mes études, et que les 2 premières années étaient très difficiles. Je n'arrivais pas à m'adapter, à l'université je ne trouvais pas mon rythme, et que vivre loin de ma famille me faisait beaucoup souffrir. Et je lui ai dit qu'avec le temps, je considère cette expérience comme formatrice. Cette période est la plus importante de ma vie car elle m'a appris la résilience, la patience et la découverte de plusieurs cultures. Je rajoute que je suis parti de la Tunisie la tête haute, avec un diplôme important, et c'est ce diplôme qui m'a permis d'obtenir une inscription en France afin de poursuivre mes études. Et quand je termine ma réponse, je sens qu'il y a un silence. Il fronce les sourcils et il me demande « Et tu es de quel pays ?» Je lui dis que je suis du Congo, que j'ai vécu en Tunisie et qu'aujourd'hui je suis en France. Je commence à sentir une mauvaise ambiance. Je sais pas, c'est comme si Ouais, ça commence à... Je sais pas, c'est comme si c'était pas l'info que je devais donner, je sais pas. Je commence vraiment à sentir que je viens de dire de la merde ou je sais pas, mais je sais pas. Mais je sais pas quoi. J'ai juste répondu à une question, mais voilà. J'arrive, hein. Du coup, il me demande si j'ai une carte de séjour valide. Et je lui dis que oui, mais que ma carte expire dans 1 mois. Je commence un peu à trembler, je me sens mal. Il y a une mauvaise ambiance. Voilà, je me dis, c'est bizarre.
C'est bizarre. En tout cas, le monsieur en face, au début, qui était sympa et tout, voilà. On dirait qu'il n'est pas d'accord avec ce que je lui raconte. Je pouvais lire sur son visage qu'il y avait un petit souci. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle Sandrine, la RH. Pour faire simple, pour faire très très simple. Mon profil intéresse, mais ils veulent embaucher quelqu'un rapidement. Ils veulent une prise de fonction dès la semaine prochaine et n'ont pas le temps de gérer la complexité et la longueur des procédures d'autorisation de travail. Je lance donc un regard à Sandrine, qui ne me dit rien. Le patron lui dit qu'il n'était pas au courant de ce détail important. Bref, le malaise. Et moi, je suis là à 2 doigts de chialer, les gars. Et là, je pense encore à ce jour-là. Franchement, le malaise. Si vous avez des expériences d'entretien qui se passent mal ou dites-moi, parce que moi ce jour-là, je ne pensais pas que ça pouvait être possible qu'il y ait un manque de communication à ce point. Même là, je vous en parle, je sais pas. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que Sandrine, la RH, s'excuse en lui disant qu'elle pensait lui avoir bien expliqué ma situation, assure qu'elle va régler tout ça et qu'elle pense que la situation peut s'arranger au plus vite. Mais le patron lui rappelle que les délais d'instruction des demandes d'autorisation de travail peuvent être longs et incertains, ce qui peut retarder l'embauche et impacter l'organisation de l'entreprise. Pour tout vous dire, ce que je ressens à ce moment-là, je ne sais pas si j'arriverai à le décrire. C'est juste... En fait, c'est juste... voilà. J'en perds mon latin. Je sens qu'une opportunité en or est en train de m'échapper, que le patron, la RH et moi sommes dans une situation inconfortable. J'avais traversé des mois et des mois d'incertitude et je commençais à me dire, enfin j'y arrive. Et bam, encore une fois, quelque chose que je n'ai pas contrôlé. Je vais être honnête avec vous, à un moment, je me disais que c'était une caméra cachée et je me disais que Greg Guillotin est peut-être dans la pièce d'à côté. Et dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? J'ai les mains moites, je suis dégoûté, plein de choses me passent par la tête. Et je commence à me dire de le supplier de m'embaucher, que si je n'ai pas ce boulot, je suis dans la merde. Je sens vraiment que je suis au bout du bout, un mélange de tristesse, de fatigue, de regret, mais je me dis, le supplier de m'embaucher, me mettre à genoux, ou pleurer, ou tout ce que tu veux, ça changera à quoi? Ça servira à quoi à part me ridiculiser? À rien. Imagine que je chiale, je pleure, je me mets à genoux, je quémande un emploi. Que je sois pris ou pas, c'est la honte. C'est un fardeau que je porterai durant toute ma carrière, durant toute ma vie. La RH me dit qu'elle va me rappeler dans quelques jours, mais je sais que c'est plié, je sais que c'est mort. Elle me raccompagne, on se dit au revoir. Et dès que je sors du bâtiment, je verse une larme. C'était intense, les gars. Je ne vais pas faire durer le suspense. Le jour de l'expiration de mon titre de séjour, le 29 octobre 2022, je n'avais aucun contrat et j'étais officiellement sans papier et ça a duré 5 mois. Et 5 mois sans titre de séjour en France, c'est long. C'est très très long. J'aimerais vous raconter, vous dire ce qui s'est passé dans ma tête durant ces 5 mois, mais la vidéo risque de prendre 1 heure, avec toutes les responsabilités, un loyer à payer, une pression constante vers la réussite, des gens qui comptent sur toi, les objectifs et les ambitions que tu mets en pause, mentalement il faut le faire. D'ailleurs, je tiens officiellement à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à traverser cette période. Elles se reconnaîtront. Je ne vous oublierai jamais. Aujourd'hui, Dieu merci, tout va bien, plus de problèmes de papier, pas de problème particulier. J'ai sorti la tête de l'eau, j'ai pu me relever et la vie est belle. Et dans toute cette situation, la seule personne que je blâme, la seule personne responsable de ce bourbier, c'est moi. Vous savez, cette situation, j'aurais pu l'éviter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. J'ai été aveuglé par un excès de confiance qui m'a empêché de me bouger, d'anticiper les démarches. J'étais persuadé que trouver un CDI, c'est facile, c'est rien. J'étais dans une certitude démesurée. Je ne me rendais même pas compte que mon secteur d'activité est complètement saturé et que la concurrence est rude. Je n'avais pas cherché les renseignements nécessaires auprès d'un expert en droit des étrangers pour voir les différentes options qui pouvaient m'aider. Par exemple, j'aurais dû faire la demande de l'APS, l'autorisation provisoire de séjour, qui permet aux étudiants étrangers de rester en France sur une période de 6, 9 ou 12 mois après un diplôme équivalent au Master 2. Pendant cette période, ils peuvent chercher un poste salarié ou préparer la création d'une entreprise dans un domaine qui correspond à leur formation. Le renouvellement ou pas de votre APS dépend de l'accord bilatéral signé entre votre pays d'origine et la France. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation et savoir si vous pouvez bénéficier de l'APS, jetez un œil sur le site de votre préfecture ou consultez un avocat. Grosso modo, j'aurais pu éviter cette situation. C'est pour cette raison que je me considère comme le seul fautif de ce problème, de ce bourbier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je fais cette vidéo pour sensibiliser un max d'étudiants étrangers en France. Moi, je sais que j'ai la phobie administrative. En tout cas, j'avais la phobie administrative. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les papiers, les démarches, c'est vraiment quelque chose qui me stressait à chaque fois que je devais faire un truc. Si tu as la phobie administrative, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment
d'arranger tout ça. Je ne sais pas si je dois dire de te soigner, mais en tout cas, en France, c'est comme ça. Tu ne peux pas, en tant qu'étudiant étranger, avoir la phobie administrative. Donc, j'attire votre attention, chers étudiants étrangers en France. Votre situation peut changer du jour au lendemain à cause d'un manque de discipline et de lucidité. Il y a quelques mois, j'ai fait un post sur LinkedIn et je m'interroge sur les faits qu'il existe des entreprises frileuses à l'idée d'embaucher des talents étrangers. D'ailleurs, c'est un post qui a bien marché et j'ai reçu énormément de témoignages qui vont dans ce sens. Mais dans ce post, on est tous d'accord sur un truc. C'est pas parce que les entreprises ne veulent pas ou parce qu'elles sont de mauvaise foi. C'est souvent lié à la complexité et aux contraintes administratives imposées par la législation française en matière d'immigration et de travail des étrangers. L'obtention d'une autorisation de travail, le délai d'instruction, le frais de dossier, les temps consacrés par les équipes RH, l'évolution constante des lois et plein d'autres choses. Et ça, il faut le savoir. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ce témoignage vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Ne remettez pas la faute sur les autres, soyez concentrés et tout ira bien. Et si vous êtes sûr d'avoir tout fait et qu'en face, il y a un système qui veut vous mettre à terre, consultez rapidement un avocat. Les amis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et on se dit à très vite.